Aligre FM 93.1 01 40 24 29 29. Bonjour à tous. Impossible donc de fêter les 30 ans d'une radio libre sans aborder un sujet souvent traité dans l'actualité, la liberté d'expression. Elle est sans cesse disputée, contestée, sans cesse réglementée, interrogée depuis son inscription dans la Déclaration des droits de l'homme en 1789. S'agit-il d'une utopie? Peut-on penser la liberté d'expression et la libre circulation de l'information sans une certaine déontologie? Cette déontologie est-elle possible dans un contexte caractérisé de plus en plus par la financiarisation des médias? D'aucuns diront par une certaine subordination des médias au pouvoir. Dès lors, comment penser cette liberté d'expression à l'heure où Sylvain Ricci le rappelait dans la première table, lors de la première table ronde, Internet favorise ce qu'Ignacio Ramonet appelle une explosion du journalisme. C'est de tout cela que nous allons parler avec nos invités. Christine Coste, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à L'Œil et au Journal des Arts. Vous avez collaboré auparavant à l'hebdomadaire Jeune Afrique et vous intervenez sur nos ondes, on vous a entendu tout à l'heure, dans une émission consacrée à l'art, L'Œil libre, tous les mardis de 11h à midi. Enfin, un mardi sur deux, de 11h à midi. Henri Mahler, bonjour. Salut. Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'université Paris 8. Vous êtes surtout et également fondateur et animateur de l'association Acrimed, qui est née en 1996 dans le sillage du mouvement social de novembre-décembre 95. Et vous scrutez avec un esprit extrêmement vigilant et critique cette liberté d'expression dont on parle beaucoup. Et enfin, René Naba. René Naba, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant aujourd'hui. Vous avez un blog consacré au Proche-Orient. Pas uniquement. Pas uniquement, mais beaucoup. Non. Bon, pour l'actualité internationale. D'accord. Alors, ça commence fort, mais comme on se connaît, puisqu'il intervient dans mon émission, ça ne m'étonne pas. Il y a beaucoup sur la France. Donc, vous êtes correspondant de l'AFP. Vous étiez correspondant de l'AFP, correspondant tournant au bureau régional de l'AFP à Beyrouth, puis responsable du monde arabo-musulman au service diplomatique de l'AFP à Paris. À ce titre, vous avez couvert une région du monde qui s'étend du Tchad à l'Indonésie. Vous publiez bientôt un ouvrage qui s'appelle Médias et démocratie aux éditions Goliath, et vous intervenez dans l'émission d'une certaine Nadia Etayeb, You et Chuchotement, une fois par mois, où vous proposez des analyses sans compromis d'une région du monde que vous connaissez bien, le Proche et le Moyen-Orient, et vers laquelle on vogue souvent avec des idées simplistes. J'ai envie de commencer par vous poser à tous les trois une question très, très large. Je me tourne peut-être vers vous, Henri Mahler, d'abord. La liberté d'expression se porte-t-elle bien en France aujourd'hui? C'est mieux que la Corée du Nord. Certainement, mais encore. Non, c'est une question rituelle, c'est-à-dire que quand par hasard ou par mauvais esprit on souligne les limites à la liberté d'expression en France, il y a toujours quelqu'un pour nous dire mais pense aux petits Chinois qui meurent de faim, à la Corée du Nord, à telle ou telle dictature, etc. Non, elle se porte pas bien. Nous avons affaire à une situation d'un pluralisme médiatique, qui est un pluralisme anémié, solidement gardé par quelques chiens de garde. Vous voulez que je vous donne un exemple? Allez-y. Les grands défenseurs de la démocratie, que sont les grands éditorialistes et journalistes français, puisque vous le savez, la liberté de la presse, c'est une garantie de la vie démocratique, hein, n'ont rien trouvé de mieux que de se répandre un peu partout en disant que si on soumettait le traité européen qui condamne les peuples européens à ce qu'on appelle l'austérité, c'est-à-dire pour une partie d'entre eux à la misère, il ne fallait pas le soumettre au peuple. C'est-à-dire les grands défenseurs de la démocratie trouvent que la démocratie est un luxe. Voilà. La quasi-totalité des éditorialistes, des bavards en tout genre qu'on entend, qu'on lit et qu'on regarde partout, sont partisans de ce traité, alors que l'on sait pertinemment que la majorité du peuple français lui est, pour les motifs les plus divers, hostile.
Christine Coste, est-ce que dans l'exercice de votre métier de journaliste, il vous est arrivé de vous heurter à la censure ? La censure qu'une fois, disons que c'est compliqué parce que je pense que vraiment, véritablement, jamais, sauf une fois à Jeune Afrique, quand je faisais une enquête sur les conseillers en communication des chefs d'État africains, qui était avant un sommet franco-africain qui devait se tenir à Paris. Et j'avais fait cette enquête très naïve, j'avais peut-être 28 ans à l'époque, et j'avais rencontré tous ces chefs d'État qui se révélaient être des grands communicants en publicité, des grands noms très proches du pouvoir. Je tombais sur des réseaux africains qui s'appelaient les réseaux FOCA, mais qui finalement se décalquaient sur les réseaux de Jean-Christophe Mitterrand, enfin de la gauche. Et j'avais reçu j'ai eu un appel de DRG en me disant qu'ils voulaient me voir pour effectivement s'ils pouvaient avoir une lecture de mon papier. Alors je leur avais dit de venir au journal, ils m'avaient convoqué au ministère de l'Intérieur et je leur ai dit de venir, et donc il y a eu un inspecteur qui est venu, qui était adorable, on a été boire un café ensemble, et d'ailleurs c'était un journaliste qui leur avait communiqué l'information comme quoi je faisais cette enquête. Et ils avaient demandé s'ils pouvaient voir mon papier. Alors j'ai dit que je refusais de voir mon papier, donc il m'a laissé sa carte en me disant, vous savez, si vous avez des soucis, vous pouvez m'appeler. Il m'avait même proposé de faire un échange d'informations. Et sur ce, j'avais dit, alors je pense que j'ai toujours été assez naïve, et en même temps avec ce souci j'ai dit non, et j'en ai appelé mon rédacteur en chef. Et ce que j'ai su après, je vous la fais courte, parce que j'avais appelé Pierre Péan, qui avait été adorable. On s'était vu dans un café, qui m'avait conseillé comment faire par rapport à cette enquête, parce que effectivement cette enquête a été reprise en main par mon rédacteur en chef de l'époque et pas sortie comme elle aurait dû sortir. Et là j'ai compris ce que ça voulait dire quand on traitait de sujets chauds, parce que finalement cette enquête prouvait quoi ? Elle prouvait que les réseaux de la gauche se décalquaient en Afrique sur les réseaux focards, donc de la droite. Et là, ça a été ma première grande censure. Et je pense qu'après, j'ai tout fait pour ne plus être exposée à la censure. René Nabat, donc je le disais, vous intervenez sur tous les sujets, mais plus particulièrement sur une région du monde que vous avez sillonnée durant de longues années, que vous connaissez bien. Est-ce qu'il vous semble que ce sujet est mal abordé par ce qui est convenu d'appeler les grands médias ? Ah, pardon, vous voulez que je parle de la censure dans les pays arabes ? Non. C'est de la tautologie. Non, je ne parle pas dans les terrains que je connais. Évidemment, vous m'avez bien compris, René Nabat, on parle de la France. On parle de la France. La France, je voulais compléter juste ça. Oui, allez-y, je vous en prie. Christine. On avait beaucoup de... Enfin, la direction de l'entreprise où je travaillais auparavant avait beaucoup de latitude pour la désignation des correspondants un peu partout dans le monde, sauf les correspondants en Afrique qui devaient avoir un profil particulier, parce qu'ils étaient dépendants des infrastructures de développement. Cela étant dit, la liberté d'information dans l'absolu existe. Il faut en maîtriser les codes. C'est un rapport de force. Tout langage d'émancipation, de contestation est stigmatisé et criminalisé. À partir du moment où vous intégrez ces données de base du dialogue professionnel, vous vous en sortez. Il faut naviguer entre les gouttes, c'est tout. À tel point que l'honneur du journalisme, le journaliste incontrôlable, est un journaliste stigmatisé. Ce qui veut dire, a posteriori, que tous les autres journalistes sont... Moi, je suis un journaliste incontrôlable. C'est ce qu'ils me disent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les autres sont contrôlés. Donc, ils savent jusqu'où ils vont aller dans leurs propos ou pas. À tel point, on peut prendre un exemple du conditionnement journalistique. Laurent Fabius, il y a 2-3 jours, il a préconisé la réforme du mode de scrutin au Conseil de sécurité de l'ONU. La réforme du droit de veto. Les 5 grandes puissances ont un droit de veto. Et il a demandé que le droit de veto s'applique justement à l'État concerné par le débat. C'est-à-dire, quand on parle de la Chine, à propos du Tibet, il fait son droit de veto. Mais on ne peut pas parler en dehors de son périmètre. Des États-Unis, eux, uniquement du problème américain. Des États-Uniens, si vous voulez. La France, pareil. Uniquement de la France avec la Corse ou les Basques, ça s'arrête là. Ils ne peuvent pas faire un veto sur le Tchad. Et donc, ils voulaient par là priver la Russie de son droit de veto sur la Syrie. C'est bon, c'est intelligent. Mais il a oublié que si on fait le décompte des droits de veto utilisés en 50 ans par l'ONU ou en 60 ans, on s'apercevra que les Occidentaux ont fait un usage infiniment plus important du veto que les autres réunis.
Donc ça profitait davantage aux Occidentaux qu'aux Chinois ou aux Russes. Et à ce point-là, suivant son argument de la diplomatie française, s'il n'y avait pas le droit de veto, la Palestine aurait été admise à l'ONU l'année passée. Donc il y avait le veto. Donc il ne faut jamais s'avancer. Il y a un conditionnement tel que si un journaliste sur le plateau du Grand Journal lundi dernier avait interpellé Laurent Fabius sur ce thème, il l'avait mis en difficulté, il était un peu carbonisé pour quelque temps. La liberté d'expression existe, mais il faut en maîtriser les codes et les limites. Pour ceux qui veulent faire carrière, pour les autres. Henri Malher, est-ce qu'il y a des sujets qui se prêtent davantage à la censure, à l'autocensure, à la désinformation que d'autres ? Je ne sais pas si c'est une question de sujet. Je pense que le pire, ce n'est pas la censure visible. Et d'ailleurs, c'est un argument qui est un argument redoutable, parce que comme la censure visible, celle qu'on voit, la page blanche dans le journal qui remplace un article, comme on l'a connu pendant la guerre d'Algérie, l'interdit de parole de tel ou tel journaliste malséant, la rubrique qui est trappée, le reportage qu'on ne voit pas, etc., ça fait quand même un peu désordre. Et que le fait que ce soit relativement peu fréquent fait qu'on oublie que les principales censures sont les censures invisibles. Est-ce que de la même façon, excusez-moi de vous interrompre, mais les grandes polémiques comme celles qu'on a eues récemment autour de Charlie Hebdo ou de la une de Libé, Castois-Richecon au sujet de Bernard Arnault, d'une certaine manière aussi ne servent pas d'écran de fumée à des processus de censure plus pernicieux? Absolument, absolument, d'autant que dans les deux cas qu'il faudrait distinguer, il s'agit d'opérations médiatiques. Et comme ces opérations médiatiques sont greffées sur la concurrence des organes de presse entre eux, la part entre la concurrence pour l'information et la concurrence pour le lectorat, ou du moins ce qu'il en reste dans le cas de Libération, je ne veux pas être méchant, mais enfin bon, ça va mal, quoi. Hein, on ne sait pas. C'est impossible de faire la part. Très franchement, la une de Libération, quelle était la plus-value de contestation, d'analyse, de proposition qu'il y avait dans cette une? Pas grand-chose. C'était une bobo branchée, quoi. Moi, je suis d'ailleurs toujours, je suis toujours étonnée dans la une des journaux ou même après dans le contenu des quotidiens. Si on prend que les quotidiens, de l'uniformisation de l'information, c'est-à-dire que je verrai toujours la même type d'information avec, bien sûr, des écritures différentes, des analyses différentes, mais je verrai pas d'autres informations, peut-être qui me seront pas délivrées. C'est-à-dire que je trouve qu'il me manque, moi, on parlait tout à l'heure de subversion, d'imagination, d'une voix un peu particulière. Elle me manque, cette voix particulière, et parce qu'on a les mêmes unes, on a les mêmes gros sujets qui sont traités. Alors aujourd'hui, on dévie quand on prend que les quotidiens. Finalement, aujourd'hui, ces quotidiens se sont ouverts à des pages débat qui font des doubles pages, comme si presque ils étaient incapables de pouvoir eux-mêmes avoir leur propre analyse et même parfois développer d'autres sujets. Et on peut le voir sur le Proche Moyen-Orient, on peut le voir sur la culture, on peut le voir partout. Et moi, c'est ce qui me manque dans la presse aujourd'hui. Et moi qui suis journaliste, je veux dire, ma censure, je la subis pas parce que je l'ai, comment dire, ce que vous disiez, j'ai louvoyé constamment pour faire ce que j'avais envie de faire, mais je suis quand même en colère par rapport à ça. Non, mais Henri Malher ? Je voudrais rebondir là-dessus. La situation, elle est très simple. On nous vend une formidable explosion médiatique parce qu'il y a une prolifération des tuyaux. Mais il y a prolifération des tuyaux et raréfaction d'un certain type d'information. Et l'information qui est raréfiée, c'est évidemment le journalisme qu'on appelle d'investigation, disons le journalisme d'enquête. Je vous donne un seul exemple, un peu exotique. Entre 1998 et 2004, au moment où Chavez vient au pouvoir au Venezuela, où il vient par conséquent en attirant à la fois la vigilance inquiète des libéraux et la vigilance inquiète des contestataires. Mais tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça va être la énième expérience qui échoue à ce moment-là, de 98 en 2004, un journal de référence, vous voyez, c'est exotique, Le Monde. Le Monde publie des articles.
Et j'ai regardé la totalité des articles du Monde pendant cette période. Il y a une enquête du Monde, une enquête. Et je pense que ça ne s'est pas amélioré depuis. Sur le chocolat au Venezuela. Sur le chocolat. Ce qui se passe dans les quartiers populaires, on ne sait pas. Ce qui se passe dans la rue, on ne sait pas. Quelle est la nature des réformes qui sont envisagées? Les missions que l'on encense aujourd'hui en disant qu'elles ont apporté un mieux-être pour une grande partie de la population, même si elles posent d'un autre côté toute une série de problèmes qu'il ne s'agit pas de nier et de dissimuler, notamment de rôle de l'État, d'un éventuel clientélisme, toute une série de problèmes qui existent et qui sont indéniables. Le plus grand quotidien français, enfin celui qui se prétendait tel, en 6 ans, une seule enquête. Le reste, je vais vous dire comment ça se passe. Et c'est ça le journalisme aujourd'hui dans de très nombreux pays. C'est à l'hôtel Hilton de Caracas. Il se trouve que c'est le Hilton, mais il est propriété d'État, où j'ai eu la chance de séjourner moi aussi pendant quelques jours. Vous avez un centre de presse. Et donc, les correspondants, mais qui ne sont pas des correspondants au Venezuela, qui sont des correspondants permanents en Colombie, à Saint-Domingue, je ne sais où, viennent quand il y a un moment électoral important, une situation de crise importante, interrogent un partisan du gouvernement et un partisan de l'opposition, ficellent un papier, l'envoient à Paris, et ça s'appelle l'information internationale sur le Venezuela. On pourrait multiplier les exemples de ce genre. Le parent pauvre, le plus pauvre de l'information aujourd'hui, c'est un paradoxe absolument sidérant. C'est l'information internationale. C'est l'information internationale. C'est un choix. Hein? C'est un choix. Parce que l'information, d'abord, il y a 2-3 choses que je dois dire. La structure capitaliste de journaux français, tous les grands journaux sont adossés à des grands groupes qui dépendent de leur survie de la commande d'État. Donc, tout le monde se tient. Deuxièmement, vous avez observé la part peu importante prise par les relations internationales dans les bulletins, parce que on centre beaucoup plus sur le quotidien et le divertissement. Regardez les journaux de Jean-Pierre Pernaut. Il parle très peu de journalistes. Il parle des fromages des provinces. Pernaut a déjà expliqué que si on voulait une information internationale, il fallait regarder CNN. Hein. Voilà, c'est tout. Donc c'est un choix délibéré. C'est une orientation on ne cherche pas à développer l'esprit critique. Deuxièmement, indépendamment de ça, il y a le vocabulaire qui vous permet de cliver les gens entre ceux qui sont ceux qui ont accès aux médias et ceux qui sont exclus. Regardez même dans les tests de Sciences Po, moi j'ai des amis qui m'en ont parlé, de la manière dans les entretiens préliminaires, même dans les entretiens d'embauche, quand vous parlez de flexibilité, donc c'est de la dynamique, donc vous avez beaucoup plus de chances d'être agréé que quand vous dites que cette telle loi accentue la précarité. Ça fait tâche, on va vous accuser d'être corporatiste, ringard, passéiste et tout. Et même dans le vocabulaire, il y a un choix. Ce choix, d'ailleurs, la personne qui prononce le mot précarité, classe sociale, il peut durer des années avant d'espérer d'avoir un emploi. Il faut dire couche sociale, ça fait un peu mélange. Classe, catégorie socio-professionnelle. Voilà, ou quelque chose comme ça. C'est un langage connoté. Il y avait, au XIXe siècle, sous Louis XI, un syllabus, c'est-à-dire un relevé des syllabes, le relevé des mots qu'il était banni pour un bon chrétien de dire. S'il parlait laïcité ou séparation, il risquait l'excommunion. Ici, si on parle précarité, revendication, le licenciement, c'est un redéploiement. Mais la conséquence est la même. C'est tout un langage. C'est ce qu'il y a de plus pernicieux. C'est pas frontal. C'est toujours d'une manière oblique, périphérique. Et ce qui est plus insidieux. Oui, quand vous parliez par rapport au verrouillage sur l'international, je pense qu'il est vrai sur tous les domaines, toutes les disciplines. Moi, je le vois en culture, puisque je m'occupe aujourd'hui plus de ce rayon-là. Mais on rage quand. Enfin, moi, par exemple, j'avais développé. Je m'étais plongée dans les critiques du Monde parce que j'ai fait une émission sur Alix, sur un critique du Monde et qui était devenu aussi photographe. J'étais plongée à ce moment-là, je voyais que le Monde, dans les années 70-80, pouvait consacrer une page entière à une galerie. Et aujourd'hui, les galeries dans le monde, les galeries d'art, elles sont limitées à une petite brève. Donc, et aujourd'hui, de quoi on va parler plus particulièrement, ça sera de grandes institutions. Même la politique économique a une part
incongru. Parce qu'effectivement, l'investigation demande du temps. Et que les journalistes sont salariés, mais qu'ils ont plusieurs choses à couvrir. Et que les rédactions... C'est aussi un problème de rédaction en chef, et de choix fait par la rédaction en chef. Je pense qu'il ne faut pas négliger le fait que... D'ailleurs, il y a un rapport parlementaire que Acrimed aurait pu signer. D'ailleurs, je suis étonné que nous ne soyons pas cités dans ce rapport parlementaire qui est sur le point d'être publié au journal de l'Assemblée nationale, qui est déjà paru sur plusieurs sites, qui souligne ce que nous ne cessons de dire, c'est-à-dire que prolifération des tuyaux, des sites, des titres, etc., raréfaction et uniformisation de l'information. Et le parent pauvre, c'est effectivement l'enquête, quel que soit le domaine concerné. J'ai pris un exemple qui me venait à l'esprit, parce que celui-là, il m'amuse depuis longtemps, que la principale enquête sociale du monde sur le Venezuela était consacrée à la fabrication du chocolat. Mais on pourrait multiplier les exemples. Alors, il existe des exceptions, il ne faut pas non plus noircir le tableau. Mais ce qui rend ces exceptions de plus en plus problématiques, c'est que la situation du journalisme est une situation aujourd'hui d'une profession en péril. Alors, elle n'est pas toujours très honorable, mais elle est aujourd'hui en péril. Pour la première fois, le nombre de journalistes encartés, donc ceux qui ont le titre de journaliste, ce n'est pas une garantie de déontologie, d'un effectif professionnalisme ou de quoi que ce soit d'autre. Enfin, ceux qui tirent 50% de leurs revenus du travail dans une entreprise de presse, même quand c'est une entreprise de presse qui ressemble à une laverie automatique, quoi. Bon, le nombre de journalistes diminue. Le nombre de journalistes précaires ne cesse d'augmenter. Plus de 20% de journalistes encartés sont des journalistes précaires. Or, la plus grande cohorte des journalistes, précisément, ne tire pas 50% de ses revenus du travail dans une entreprise de presse et par conséquent ne peut pas être encarté. Comment voulez-vous que des journalistes précaires, qui doivent payer leurs notes de téléphone, qui doivent s'acquitter de leur loyer, qu'ils soient récalcitrants ou qu'ils soient soumis a priori, ne soient pas taillables et corvéables à merci? Et cette situation est une situation qui prévaut dans de très larges secteurs de la presse. Pas tous, très larges. Et juste une proposition. On pourrait très bien imaginer, ça serait même une imagination de gauche. Allons-y, on a un gouvernement. Que les aides qui sont consenties à la presse et qui sont faramineuses le soient, par exemple, sous cette condition-là. Pas plus de 5% d'effectifs précaires de journalistes précaires dans les rédactions. Sinon, pas un sou. Ce serait une première condition. J'en ai d'autres à servir. Mais est-ce que, Henri Malher, l'autre problème, et après on va faire une petite pause musicale qu'il faudra préparer, est-ce que l'autre problème, ça n'est pas également la formation des jeunes journalistes, notamment le développement d'écoles de journalisme, on en parlait avec Christine Coste avant cette table ronde, qui favorise aussi, au fond, une uniformisation dans l'approche et le traitement des sujets? Écoutez, il y a deux raisons à ça. Il y a le livre que personne n'a démenti de François Ruffin, qui maintenant a plus de 10 ans d'âge. Mais il y a deux aspects dans la formation des journalistes qui mettent en évidence que c'est un formatage du conformisme. Le premier, c'est que dans certaines écoles, on ne dissocie plus l'enseignement du journalisme et l'enseignement du marketing. C'est-à-dire que on enseigne les techniques de commercialisation des produits journalistiques au même titre que les techniques du journalisme. La seconde, et ça, en principe, des radios libres ou d'une presse alternative devraient être très alertés là-dessus, c'est qu'on enseigne comme autant de formats naturels, comme c'est ça le métier, des techniques qui n'ont rien de naturel. Je donne un simple exemple. Enseigner dans une école de journalisme qu'un reportage pour la télévision, c'est 1 minute 20, 1 minute 40. Parce qu'après, le téléspectateur décroche. Que si on fait un reportage et que dans ce reportage, il y a 4 prises de parole, aucune de ces prises de parole ne doit excéder 15 secondes. Une fois qu'on a dit ça, il peut se passer n'importe quoi. Le scénario du reportage est écrit à l'avance.
Vous prenez n'importe quelle manifestation sociale, 2 cas de figure. Premier cas de figure, il y a eu des incidents. Alors, le scénario est écrit d'avance, plan d'ensemble, plan sur les poubelles qui brûlent, suivi d'un plan d'ensemble sur la manifestation, 2-3 plans rapprochés sur des manifestants un peu sympathiques et drôles, 4 prises de parole, 2 micro-trottoirs, 2 responsables syndicaux, on boucle et puis on se demande si les incidents se poursuivent à la Bastille. Ça, c'est le premier type de reportage. Le deuxième type de reportage, c'est la manifestation sans incident, c'est-à-dire c'est la même, sans les poubelles qui brûlent et sans le direct de la place de la Bastille. Quelle que soit la nature de la manifestation, quel que soit son objet, quelle que soit son ampleur, quelle que soit la question sociale qui est soulevée, le format, c'est 1 minute 20, 1 minute 40. Quand vous pensez, je termine, qu'à la télévision, dans cette rubrique qui, à mon avis, est devenue infaisable. Un journal télévisé, ça ne peut plus exister maintenant. Dans un journal télévisé, on peut appeler le dossier de la rédaction. La juxtaposition de 2 reportages de 1 minute sur une question sociale d'envergure, c'est de se moquer d'abord du public et c'est se moquer des journalistes qui tentent encore de faire leur métier. Je t'aime, reply to me. Je t'aime, replay. Je t'aime, reply to me. Je t'aime, replay. What? You don't want to replay it? You little prick. Viens me mentir un petit peu d'un ton sérieux. Fais-moi des promesses délirantes. Après tout, qu'importe si tu chantes. Viens me tromper un petit peu. Raconte-moi d'énormes craques. Après tout, qu'importe si je craque. Ça me fera passer l'hiver. Ma vie à l'envers, c'est la fin. Je t'aime, reply to me. Je t'aime, replay. Je t'aime, reply to me. Je t'aime, replay. Je t'en supplie, d'un ton sinistre, fais-moi des farces astronomiques. Après tout, qu'importe si ça pique, viens me faire dire des conneries. L'amour n'est pas démocratique. Au petit bonheur, la chance, il pique. Alors pourquoi rester tendu? De toute façon, y a malentendu. Je t'aime, reply to me. Je t'aime, replay. Reply to me. Replay. On est effacé. Pourquoi dire la vérité? Tu ne la sais pas tout à fait. Viens mon amour, on va s'y croire. On fera une danse giratoire. Je dis pourquoi rester tendu? De toute façon il y a malentendu. Reply to me. Replay. Reply to me. Replay. Reply to me. Replay. Reply to me. Replay. Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Aligre FM qui fête ses 30 ans et qui parle de liberté des radios libres, donc liberté d'expression, un enjeu majeur dans le contexte actuel, liberté de création tout à l'heure. Liberté d'expression donc en compagnie de René Nabat, journaliste indépendant qui a un blog et publie bientôt un ouvrage intitulé Médias et démocratie aux éditions de Goliath, en compagnie également de Christine Coste, journaliste indépendante qui intervient notamment à l'Œil et sur Radio Aligre pour une émission bi-hebdomadaire consacrée à l'art, et en compagnie également d'Henri Mahler, fondateur et animateur d'Acrimed. Si vous nous rejoignez, on parlait juste avant la pause musicale de la formation des journalistes, en se demandant si il n'y avait pas également dans l'uniformisation des enseignements dispensés par les écoles de journalisme matière également à uniformiser le discours médiatique sur des sujets parfois complexes et mal maîtrisés. C'est le cas notamment des sujets relatifs à une région dont on parle beaucoup, pourtant la région du Proche-Orient que vous connaissez bien, René Nabat. Oui, je la connais d'une manière réfractée, en ce sens que d'une manière d'apprendre à compte-courant la pensée dominante sur pas mal d'analyses. Si vous remarquez, si vous observez le formatage du parcours journalistique et du style journalistique, vous comprendrez qu'il y a ce qu'on appelle les médias de consensus qui diffusent la même analyse déclinée sur le nombre de vecteurs sur la même. Il n'y a pas beaucoup de pensée critique. Contrairement au monde européen, le monde arabe est la zone où il y a le plus à développer l'esprit critique. Il y a tous les vecteurs émettant des pays de l'OTAN, les grandes chaînes américaines, françaises, anglaises. Au-delà de ça, vous avez les chaînes arabes, celles qui sont pro-occidentales, Al Jazeera, Al Arabiya, tout ça. Mais vous avez, au-delà de là, des vecteurs critiques, c'est-à-dire les émissions en arabe de la radio turque, de la télévision turque, les émissions de la radio russe, de la télévision russe, les émissions iraniennes, les émissions chinoises, les émissions... Tous les pays qui sont hors de la sphère de l'OTAN. Donc, un auditeur arabe a beaucoup plus de possibilités de se faire une synthèse que ne l'est le lecteur occidental ou français, puisque tous sont formatés dans le même moule. Vous avez tous les grands groupes, vous avez TF1 et vous déclinez les groupes de Hachette ou de Lagardère ou de Bouygues, ils sont tous plusieurs vecteurs qui par capillarité, ils leur formatent la pensée. Il y a deux grands vecteurs qui ont poussé à l'uniformisation de la pensée. Le formatage du journalisme, tel qu'il a été décrit par mon confrère Henri Mahler. Il y a aussi le formatage du profil de carrière. À l'époque, il y a eu une démultiplication des vecteurs. Il y en a une centaine actuellement sur la place parisienne. Mais ça a besoin de cadres et on a démultiplié les fonctions sans qu'ils aient eu le temps de faire l'expérience sur le terrain. Avant, pour qu'une personne soit un rédacteur en chef, il fallait 20 ans, 30 ans faire du terrain. Là, ils sont subitement de très jeunes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme source d'information? Les mêmes sources d'information, les mêmes chaînes, les Twitter, et ils ne peuvent pas aller dans les zones critiques de peur d'être démarqués. Ils ne vont pas puiser leurs informations dans les contre-informations, dans des sites comme Acrimed ou ailleurs. Ça, c'est noté, c'est dénoté. Christine Coste. Oui, parce que je pense qu'il n'y a rien de tel qu'un journaliste sur le terrain, c'est-à-dire à tous les niveaux, et que l'information remonte. Et quand elle remonte, il faut aussi qu'elle soit acceptée, je parlais des rédacteurs en chef, mais aussi par les rédactions en chef, qui ont toujours une vision, et c'est toujours eux qui décident. J'ai vu, parce qu'à un moment donné, j'ai suivi aussi tout ce qui a été conflit israélo-palestinien. D'ailleurs, j'ai abandonné parce que c'était tellement complexe, et je voyais tellement, effectivement, du côté des rédactions françaises, comment on réagissait par rapport... on s'était extrêmement formaté. Je me suis dit, je m'en vais, parce que là, je dis pas que j'ai une vérité, mais c'était impossible de voilà. Et effectivement, et aujourd'hui, ce qui se joue, c'est effectivement l'information sur le terrain, qu'elle soit en région ou qu'elle soit à l'international. Et ça demande quoi? Ça demande des moyens. Et aujourd'hui, quand on regarde n'importe quel quotidien, si je reste encore sur les quotidiens, ils ont limité leurs correspondants à l'étranger. Parfois, ils les payent aujourd'hui très mal et ils leur donnent de moins en moins d'argent. Et il y aura aussi une concurrence avec ces correspondants à l'étranger qui sera menée par les propres journalistes des propres rédactions qui se feront un grand plaisir d'aller voyager pour faire leur propre enquête et d'envoyer leur papier. Donc il y a toute une concurrence aujourd'hui qui se passe aussi des fois entre journalistes. Voilà. Est-ce que ça n'est pas également parce que finalement les régions en conflit
trouve parfois un prolongement naturel dans des conflits en France entre certains intellectuels, certains journalistes. Je pense par exemple à l'affaire Anderlin. Henri Mahler, Charles Anderlin, qui a été malmené, accusé d'avoir fabriqué de toutes pièces un reportage faux sur la mort du petit Mohamed, un Palestinien qui était pris contre un mur avec son père, mort à laquelle on a assisté en direct. Cette affaire est très intéressante parce qu'à la fois elle renvoie au côté très spectaculaire que peut avoir parfois la télévision, et en même temps elle a eu un prolongement dans un conflit franco-français d'une violence assez grande. Oui, là c'est un cas particulier. D'ailleurs, c'est le cas particulier d'un journaliste dont la dignité, dont le travail de façon générale est tout à fait estimable, il faut le dire. Il le fait dans des conditions très difficiles, qui sont celles du journalisme en Israël et en Palestine. Mais il faut dire quand même une chose pour ne pas donner une image quand même trop désastreuse. D'abord, il y a des journalistes qui font leur métier. Il faut le dire. Bien sûr. Ce que l'on décrit ici, ce sont des tendances qui sont les tendances les plus négatives. Mais il y a des journalistes qui font des métiers, il y a des journalistes qui prennent des risques. Il n'est que voir les quelques journalistes qui ont tenté de faire des reportages effectifs sur la situation en Syrie, sans s'en remettre à des sources qui sont elles-mêmes partie prenante du conflit, qui par conséquent ne sont pas fiables. C'est le problème de c'est toujours le problème du journalisme de guerre. Il y a des journalistes qui prennent des risques politiques. C'est le cas, par exemple, de Charles Anderlin, qui pourtant pratique un journalisme relativement équilibré. Ce n'est pas un vat en guerre pour un camp ou pour un autre. Il tente d'informer, de faire entendre la polyphonie des points de vue, des arguments, dans des conditions qui sont celles des journaux télévisés. Donc c'est vraiment des conditions qui sont des conditions difficiles. Il y a des journalistes qui font un travail d'investigation. Mais le meilleur du journalisme est noyé dans le pire, et le meilleur du journalisme, me semble-t-il, est auto-limité. Je m'arrêterai juste là-dessus. Ce qu'on appelle journalisme d'investigation, celui que l'on peut trouver par exemple sur un site comme Mediapart, et qui prolonge des choses qui avaient été tentées avec plus ou moins de bonheur et parfois avec peu de bonheur au sein du monde. Il est devenu assez classique maintenant, il s'est amélioré. Mais le problème, c'est que ce journalisme dit d'investigation est surtout un journalisme de révélation. C'est-à-dire qu'il consiste à sortir des affaires qui sont des affaires politico-financières. Il est trop rarement, c'est pas un reproche comme ça, c'est un constat. C'est trop rarement un journal d'enquête sociale. Nous allons prochainement, on va faire un peu de pub pour Acrimen quand même, hein. Si, bon, on va prochainement organiser un débat, sans doute au mois de décembre, sur le journalisme dans les quartiers populaires. Non pas pour dénoncer les images que donnaient des quartiers populaires dans les médias, parce que ça a été fait des dizaines de fois, sur la stigmatisation, la présentation totalement unilatérale, codée. Bon, on peut continuer à le faire, on le fera, tout le monde le fait. Non, pour comprendre quelles sont les difficultés, les contraintes et les conditions d'un véritable journalisme d'enquête sociale dans les quartiers populaires. Nous le ferons avec plusieurs journalistes, dont un, ce sera peut-être pas le seul, j'espère que ce ne sera pas le seul, avec Maurice Lemoine, qui a fait un remarquable article, il se trouve que c'est dans le Monde diplomatique, sur les quartiers populaires, parce que il a fait une enquête. Il ne s'est pas contenté de faire la tournée des commissariats de police du coin, ou bien, pour terminer sur une note humoristique, de faire ce qu'a fait le journal La Provence. Alors que la BAC de Marseille est prise dans une tourmente un peu délicate, puisqu'il semble que la corruption est érigée en déontologie professionnelle, La Provence récemment a fait la une sur la police, une enquête sur la police, sur le GIGN à Versailles. A posteriori. Comme ça, hein, pas d'ennui, pas de difficulté avec la police locale. Ils pourront toujours continuer à faire la tournée des commissariats pour faire les brèves de faits divers dans les prochains numéros de La Provence. Donc c'est ça qui pose problème, c'est qu'il y a énormément de journalistes, il y a beaucoup de journalistes qui voudraient faire leur travail. Certains sont prêts à prendre le risque de le faire. Les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils le fassent.
C'est pour ça que la question des médias devrait être une question politique. C'est-à-dire une question de transformation de l'univers des médias qui permettent effectivement à la France d'améliorer son score et de ne pas tendre à devenir un pays comme les autres, c'est-à-dire sinistré en matière d'information véritable. Comment peut-on arriver à opposer une résistance à toutes les dérives que l'on pointe du doigt depuis le début de cette émission? Est-ce que cela passe comme le prône le parti de gauche, le Front de gauche, par la création d'un pôle public qui remettrait la question sociale au cœur des débats? Ça passe forcément par là, d'autant que nos amis du Front de gauche sont allés faire un peu leur marché dans les propositions d'Acrimed pour compléter les leurs. Donc, mais on ne demande pas de droit d'auteur. Nous, on est ravis quand une formation politique, que nous ne soutenons pas particulièrement d'ailleurs, on en soutient aucune, trouve que dans les quelques idées qu'on développe, il y en a quelques-unes qui méritent d'être retenues. Certains esprits auraient pu croire que le gouvernement, là, de gauche, allait nous proposer en matière de médias des transformations significatives. Bien. Ce sont des propositions minimalistes, c'est le moins-disant médiatique après le moins-disant culturel, c'est du presque rien. On va ripolliner le CSA en modifiant un tout petit peu à la marge les conditions de nomination, on va redistribuer un peu différemment les aides à la presse, on va revenir à la nomination des responsables de l'audiovisuel public par un aéropage de sages au lieu que ce soit directement le président de la République. On fera 2-3 bricoles de ce genre-là, mais on ne touchera fondamentalement à rien. Alors, c'est pas parce que je parle pour les 30 ans d'une radio associative que je vais dire ce que nous défendons depuis longtemps. Une des conditions du renouvellement du journalisme dans ce pays, alors là maintenant c'est la relance, évidemment, d'une aide à tous les médias associatifs. Mais il faut préciser ce que ça veut dire médias associatifs. Ce sont des médias d'association fondés sur la propriété coopérative. Ce sont des médias sans but lucratif, c'est-à-dire que si par hasard il y avait des bénéfices, ce qui est quand même rare, bien, ils ne seraient pas redistribués à des actionnaires. Bien, c'est de relancer le processus de diversification et d'aide aux médias associatifs, qu'il s'agisse des radios, qu'il s'agisse des télés. Parce que les radios, elles ont eu un fonds de soutien qui était maigrichon, j'ai entendu un peu dans une table ronde précédente, elles ont été toujours sous-financées, elles le sont encore plus, bien, dans des conditions plus difficiles, puisqu'on leur propose ou on s'apprêtait à leur imposer le numérique dont certaines ne voulaient absolument pas toutes, il y avait des divisions là-dessus. Les télévisions associatives, bien, il y en a pratiquement aucune, il y en a une qui a eu accès à la TNT, sur un demi-programme télébocal, bien, toutes les chaînes de la TNT ont été attribuées à des succursales de grands groupes ou à des annexes de collectivités territoriales, donc zéro. Et les quelques télévisions associatives qui existent, et il en existe, ne bénéficient d'aucun soutien. Aucun. Il faut qu'ils fassent la mendicité à la porte. Non, ils peuvent pas le faire à la sortie des églises, ils peuvent pas le faire à la sortie des mosquées, il y en a pas assez, ou à la sortie des synagogues, ça peut poser problème. Je sais pas où ils vont aller faire la mendicité pour avoir quelques sous. Et, plus joli encore, alors qu'il y a une floraison très importante de sites associatifs, pas simplement de blogs individuels, mais de sites qui sont des sites animés par des collectifs, dans lesquels il y a des rédactions non pas d'amateurs, comme je l'ai lu dans un ouvrage récemment, mais de bénévoles, ce qui n'est pas la même chose. On peut être bénévole et être parfaitement professionnalisé sur le domaine que l'on utilise. Il n'y a pas une idée, 1 centime d'euro, 1 centime, 1 grain de folie pour dire que peut-être que ces sites animés par des associations comme le nôtre, mais il n'y a pas que le nôtre, moi je plaide pour la diversité, bien, un minimum d'aide publique. C'est encore même plus joli que ça. Maintenant, les seuls sites qui bénéficient d'une aide publique en dehors de ceux qui sont adossés à des grands médias préexistants, ce qu'on appelle les pure players, la condition, c'est qu'ils soient professionnels. Pour être professionnel, il faut qu'ils aient au moins un journaliste. Mais pour avoir un journaliste, il faut avoir les sous pour le payer. Comme on n'a pas les sous pour le payer, on ne peut pas être un site professionnel. Donc, il se passe sur Internet ce qui s'est passé avec les radios associatives. C'est-à-dire qu'on ouvre un espace. Alors celui-là, il n'a pas été ouvert par le pouvoir, il a été ouvert par une technologie. Il y a un espace qui s'ouvre, et puis ensuite, on laisse
les gens se bouffer entre eux sans avoir les moyens de développer leur activité. Or ça, c'est une condition du renouvellement du journalisme. C'est pas le journalisme participatif où on annexe un blog à un média déjà existant. Non, c'est de faire exister des médias associatifs parce que c'est un mode d'appropriation de la production de l'information et de la critique sociale. Voilà, ça serait une bonne idée. On va demander à être reçu par Madame Filippetti. René Labat, vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit ? Je dois rebondir sur plusieurs choses. La nature du travail journalistique a évolué. Avant, il était question de mission, vocation, engagement. Et je m'en souviens que lorsque j'ai commencé à l'AFP, les dépêches n'étaient jamais signées de nos noms. C'était l'anonymat. C'était valorisant. Actuellement, je vous demande un soir d'observer le générique du Grand Journal ou de tout autre journal. Vous verrez le nombre de parrainages. Les costumes de tel présentateur vedette sont fournis par celui-là, les chaussures, la cravate, alors qu'ils ont une exonération fiscale pour charge de représentation. Ça n'existait pas, ça n'existe toujours peut-être pas à l'AFP, mais là, il y a la corruption par la valeur de l'argent. La fonction a changé. Elle est devenue un produit de promotion et non pas un apport d'information à soumettre à l'attention du public ou du lectorat pour former sa conscience critique ou son opinion toute simple. C'est devenu un problème de valorisation de tout un conglomérat qui produit l'image qui est l'émission télé du Grand Journal, qui est le plus grand tweet de l'histoire contemporaine en France. Deuxièmement, cette prévarication a provoqué des dégénérescences à tel point qu'un directeur d'une grande revue, grassement payé, éprouve le besoin, pour faire inviter sa petite amie dans un restaurant sans payer, de lui proposer un marché. C'est anormal, ça n'existe. Il est toujours en fonction. C'est pour vous dire, le seuil de tolérance a beaucoup baissé sur ce niveau-là de la rigueur et de l'exigence. Alors moi, ce que je voudrais compléter à votre proposition pertinente, 5% de précaires par entreprise et rien de gratuit, aucun passe-droit, ni les voyages de complaisance. Quand il y a un plagiat ou de la prévarication, de la sanction, les plus grandes têtes médiatiques françaises ont toutes eu maille à justice avec des problèmes ou d'argent ou de tromperie sur la marchandise, les plus grosses têtes. Les plus grosses, je ne peux pas les citer pour ne pas éviter à élire de la diffamation, mais elles ont été faites. Vous prenez une interview bidon de Fidel Castro, vous avez le nom. Le plagiat sur Spinoza, vous avez le nom. L'inventeur du philosophisme botuliste, vous avez le nom. Il a fait un serment à Tobrouk et il est revenu. C'est normalement ailleurs, par exemple Farid Zakaria, qui est un commentateur indo-américain ou américano d'origine indienne. Sur CNN, il a pompé pendant un mois des informations d'un site arabe mineur, mais qui était bien informé, sans sourcer ces informations. Ce monsieur, l'auteur du blog, a adressé une lettre à CNN. Il a été mis à pied pendant un mois. Le jour où il y aura ce genre de choses en France, ce sera le début de la résurrection de la presse française. Christine Coste. C'est tout le problème de la commission d'attribution de la carte de journaliste. C'est-à-dire que chaque année, on renouvelle notre carte de journaliste. Et que je sache, quand Poivre d'Arvor a fait cette fausse interview de Fidel Castro, on lui a pas retiré sa carte de presse. Donc, et pour moi, cette carte de presse, je l'ai eue. Et pour moi, elle a une valeur. Elle a une valeur par rapport à la déontologie, par rapport à l'engagement. Et aujourd'hui, cette carte de presse, finalement, chaque année, qu'est-ce que vous devez, ce que vous disiez au départ, justifier au moins 50% de revenus de la presse, mais sans jamais parler du contenu de ce que vous donnez. Et ça, c'est un problème fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde, et je ne citerai pas parce que je connais plein de gens qui ont la carte de presse, mais qui ne sont pas journalistes. Donc s'interroger aujourd'hui à qui on attribue et quelles sont les conditions d'attribution. Et le problème aussi, je voudrais finir par rapport à l'investigation, parce que je sais ce que c'est, j'en ai toujours fait, et qu'aujourd'hui faire de l'investigation pour un magazine, c'est aujourd'hui, notre part, elle est congrue même en page, en feuillet, parce que nous, quand on fait des articles, on est payé en feuillet. 1500 signes, et 1500 signes, aujourd'hui, c'est payé 70 € le feuillet. Avant, sur une enquête, vous pouviez faire 10 feuillets. Aujourd'hui, on va vous autoriser 4 ou 5 feuillets. Donc, vous imaginez sur une enquête qui vous a pris un mois, ce que vous gagnez au bout.
Et pourtant, vous êtes journaliste. C'est pour cela que lorsque j'ai vu que ceux qui ont fait des interviews bidonnées avec Fidel Castro, qui avaient encore la carte de presse, ben moi j'ai renoncé à la carte de presse pour être tranquille. Non, mais il y a là un vrai problème quand même. Hein. Évidemment, je suis d'accord avec l'idée que, comme dans toutes les professions, quand il y a des gens qui charrient un peu, on leur demande de changer de profession, quoi. Mais il y a un problème, et qui est un problème sérieux. La carte de presse n'est absolument pas une carte qui donne des garanties déontologiques, et elle n'a pas cette ambition. Et la difficulté, non. Elle n'a pas cette ambition et en principe, elle se garde de l'avoir. Elle s'assure simplement que les journalistes travaillent bien dans des entreprises de presse et non pas dans des entreprises de communication, dans des entreprises de tourisme, même si elle est obligée d'accepter des gens qui font des ménages pour les entreprises de communication ou pour les entreprises de tourisme. Et il y a une réticence que l'on peut comprendre à vouloir de faire un pas de plus, parce que créer un ordre des journalistes, ça serait extrêmement dangereux. En revanche, il faut noter avec une certaine satisfaction, on a là, la nuit tombe, il commence à faire de plus en plus froid, on a peu de motifs de se réjouir, mais il y a quelque chose d'encourageant dans un certain nombre d'exigences qui sont posées par les syndicats de journalistes, pratiquement les trois principaux, enfin le principal, le SNJ-CGT, mais également Sud Média, qui est de demander des choses très simples. Et ça, c'est un élément de diagnostic. C'est que les codes de déontologie, ce qui n'est pas quand même quelque chose d'extraordinaire, soit intégré à la convention collective. Or, les patrons de presse refusent. Alors, ma deuxième proposition, c'est la suivante. Pas d'aide à la presse, tant qu'il n'y aura pas intégré à la convention collective, donc accédé par les principaux syndicats des médias, le fait que les codes de déontologie soient intégrés aux conventions collectives, ce qui donne déjà une possibilité de recours en cas de conflit, soit au salarié qui est maltraité, soit au salarié qui a fait une telle connerie qu'il mérite de faire autre chose, d'être mis en congé, etc. Et deuxièmement, il y a maintenant une montée en puissance d'une exigence de constitution, soit de conseil de la presse, de possibilité d'interpellation par les citoyens des journalistes et des médias qui ont transgressé un peu trop, quoi, hein, manifestement. Un peu trop. Et là, les choses visibles, quoi. Parce qu'il y a celles qui ne se voient pas, qu'on a un peu évoquées, qui posent des problèmes. Bon. C'est insuffisant. Mais c'est un bouton sur lequel il faut appuyer. Nous soutiendrons cela. Nous soutiendrons en disant que c'est insuffisant. Nous, on pense que sans transformation un peu globale du régime de propriété des médias et de ses relations avec le pouvoir politique, la situation sera inchangée. Mais on peut appuyer des revendications comme celle-là. C'est-à-dire que les codes de déontologie soient intégrés à la convention collective, que les aides de la presse soient conditionnées par la signature de cette convention collective par les syndicats des propriétaires de journaux et pas simplement un code de déontologie par journal qui fait que c'est le patron ou la directeur de la rédaction qui a la haute main sur les sanctions, sur les possibilités de ce genre. Donc il y a un petit mouvement qui se dessine. Je suis absolument sûr que quand Madame Filippetti va nous recevoir, elle recevra avec intérêt nos propositions et que de grands pas en avant seront faits. Enfin, j'en ai absolument aucune illusion, mais je le dis quand même. Finalement, la liberté d'information est utopie, mais il y a beaucoup d'utopies qui ont été réalisées. Par exemple, on a marché sur la Lune, on a roulé 20 milieux sous les mers, oui. On a lormé les 10 quarts. Cela dit, c'est avec la sueur et le sang. Non, ça, on peut imaginer qu'il n'arrivera jamais plus qu'une Christine Ockrent, bien connue pour être la reine des ménages, ce qui est interdit par tous les codes de déontologie, soit nommé à la tête de l'audiovisuel extérieur en France. Ça n'arrivera jamais plus, ça. Ni elle, ni quiconque qui lui ressemblerait. Non, ça. Vous avez des noms ? Non, mais on a une liste. Alors, en même temps, y a... Ça, c'est pour René, parce que s'il avait nommé Christine Ockrent, boum, il se prenait une douzaine de procès en diffamation. Je n'ai dit que des faits. Elle fait des ménages. J'ai pas été poursuivi pour son portrait. Trop tard pour elle, parce que le délai de 3 mois est parti. Il est chez vous, le portrait. Je suis très inquiet de son avenir professionnel, là, maintenant.
Elle est parrainée par 12 chaînes anglaises. Hein. Je sais. Bon, alors si vous voulez bien, il nous reste 7 minutes, on me dit qu'il me reste 7 minutes pour aborder peut-être, René Naba, un dernier sujet. Au fond, il y a aussi un sujet qui prête à inquiétude dans le traitement, qui en effet c'est celui de la crise, avec un discours de plus en plus fataliste, uniforme dans les médias. Est-ce que la crise s'aggravant, on peut espérer aussi un sursaut de ce qu'on appelle l'opinion publique face à cette uniformisation du journalisme devenu vecteur, au fond, d'une idéologie dominante? Est-ce qu'il y a dans justement la multiplication des blogs une forme de résistance qui s'organise? D'abord, une chose qui vaut pour les pratiques du journalisme. Le journalisme objectif, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que ça n'existe pas, mais enfin bon, on peut toujours en parler. Il y a une chose qu'un journaliste professionnel, comme un enseignant d'ailleurs, c'est la même chose, peut tenter de faire. C'est de mettre à la disposition des publics, car ils sont divers, dans des médias très différents, qui s'adressent à des publics différents, et c'est bien ainsi, de mettre à leur disposition la polyphonie des arguments. Pas simplement sous la forme de tribune libre, mais sous la forme d'un travail journalistique de mise en forme des propositions, contre-propositions qui existent, quel que soit leur score électoral. Parce que la démocratie, c'est le droit des minorités, et les minorités en France, elles sont majoritaires, même si elles ne sont pas au Parlement. Ça serait déjà un grand pas en avant. Et notamment, s'agissant de la crise, par exemple, des économistes. Or, vous avez maintenant, par un travail qui a été fait par le journal PLPL, qui a été fait par Acrimed, qui a été fait par Laurent Mauduit, qui a été fait par Frédéric Lordon, qui a été fait par Jean Gadret, j'ai dû oublier quelqu'un, qui a été fait par Le Monde Diplomatique dans une enquête de Renaud Lambert, nous avons mis massivement en évidence que les économistes que l'on entend partout dans les médias sont ce que nous avons appelé des économistes à gages, c'est-à-dire qu'un très grand nombre d'entre eux sont partie prenante de grands groupes financiers, de groupes privés, etc. C'est-à-dire que, il y a un conflit d'intérêts manifeste. Or, ceux qu'on entend, c'est majoritairement cela. C'est-à-dire que non seulement nous n'avons pas la polyphénie des arguments, mais nous avons un déséquilibre de la représentation, et d'une représentation qui est corrompue et peut-être excessif, disons, vermoulu. Et donc, il ne faut pas s'étonner dans ces conditions que l'évaluation de la crise sur le plan strictement économique, on entend d'une seule voix. Mais c'est pas tout. C'est ce que j'avais dit au tout début. C'est que tous les grands éditorialistes sont partisans d'un plus d'Europe. Plus d'Europe politique, plus d'Europe fédérale, plus de transfert de souveraineté. C'est leur droit. C'est leur droit. Mais pourquoi est-ce qu'on n'entend que? Vous écoutez France Inter le matin, vous avez Philippe Guetta. Vous écoutez, je prends les radios, vous écoutez RTL, vous avez Jean-Michel Apathy. Vous écoutez Europe 1, vous avez... Non, il n'est plus là, je crois. Enfin, il devrait l'être, il n'est pas encore placardisé. El Kabash. Vous avez systématiquement, sur un dossier de cette importance, des gens qui vous expliquent qu'il faut plus d'Europe, mais qu'il ne faut surtout pas consulter le peuple français sur le traité qui est aujourd'hui en vigueur. On passe d'être réalisé. Ça, c'est un déficit démocratique. Parce que quand des journalistes disent qu'il ne faut pas de démocratie, en quoi ces journalistes peuvent se présenter comme étant des représentants d'un quatrième pouvoir dont je cherche encore... Julie l'a dit, oui, mais c'était, le peuple ne mérite pas. Voilà, mais on pouvait penser qu'ils avaient tiré la leçon de 2005. Il y en a même certains qui ont joué les pleureuses. Laurent Geoffrin a réussi à dire on a quand même un petit peu exagéré. On se retrouve en 2012 dans un cas de figure quasiment similaire. Le texte n'est pas soumis à référendum, mais il y a un vrai problème démocratique de choix par les peuples européens de la politique qu'ils veulent suivre ou qu'ils ne veulent pas suivre. Et vous avez que des responsables politiques prennent cette position, c'est leur affaire. Mais que des journalistes viennent expliquer démocratiquement que le comble de la démocratie dont ils se présentent les représentants, ça consiste à en priver les peuples, ça pose quand même un peu problème, quoi.
Voilà, et on va s'arrêter pour cette deuxième table ronde sur ces paroles. Merci à tous les trois, Henri Mahler, Christine Coste, René Nabin, d'avoir participé à ce débat. Je voudrais juste vous signaler quelques ouvrages à lire ou à relire. Noam Chomsky, de la propagande, ses entretiens avec David Barsamian. C'est un ouvrage publié aux éditions 10-18. Ça fait chaud au cœur quand même de savoir qu'il s'est vendu à plus de centaines de milliers d'exemplaires sans beaucoup de relais médiatiques, justement. L'explosion du journalisme, c'est chez Galilée d'Ignacio Ramonet, et Jean Stern publie un ouvrage très intéressant, Les patrons de la presse nationale, tous mauvais, aux éditions de la Fabrique, et j'en profite pour vous annoncer qu'il sera mon invité le 20 novembre dans Tocade. Je voudrais remercier tout particulièrement Michel Ezran, il n'est pas là, qui m'a aidé à monter cette table ronde, qui m'a beaucoup aidé à la monter, Sophie Aluc, Florence Chaumont également. Merci encore à tous les trois. Dans quelques instants, vous allez retrouver en live le groupe Conscience. Et puis à 19h15, peut-être quelques minutes plus tard, vous retrouverez Patrick Léon-Émile qui recevra en particulier Sappho et quelques autres. Il y a eu des défections, des changements de dernière minute, donc on verra. Il y aura des surprises pour parler cette fois de la liberté de création. Merci à